Bien, je vais commencer. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles. Merci de m'accorder votre attention pour ce cours sur un sujet un peu exotérique peut-être, mais qui est assez fascinant. Les séismes intermédiaires et profonds. Il fait suite à mon cours de l'an dernier sur les grands séismes, mais c'est un éclairage tout à fait différent. Alors, cette année, je fais un cours, seulement 4 séances. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet particulier. Et donc, je vais commencer par une introduction générale. La semaine prochaine, je parlerai des processus physiques responsables des séismes intermédiaires et profonds, ou du moins ce qu'on en pense, et entamer les observations de la source sismique. Puis, je parlerai la semaine suivante du contexte structurel dans les zones de subduction, et enfin que nous apprennent les expériences de laboratoire à haute pression et température sur les mécanismes ou les processus physiques à l'origine des séismes intermédiaires et profonds. J'organise aussi un colloque international qui sera en anglais les 19 et 20 novembre, auquel je vous invite. C'est un colloque que j'organise avec mon collègue Alexandre Choubnel de l'ENS de Paris, et vous pouvez trouver le programme sur le site du collège. L'important est de noter que je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions sont gratuites, tout le monde peut venir, mais nous souhaitons connaître qui viendra pour savoir prévoir les pauses café. Voilà. Et aussi, nous avons une session poster. Donc, si vous voulez présenter un poster, le lundi soir, à 17h, il y aura une session poster accompagnant ce colloque. J'invite tout particulièrement les étudiants et les jeunes chercheurs à venir présenter leurs travaux. Donc, quand on regarde, pour commencer, donc, une introduction, lorsqu'on regarde la distribution des séismes au niveau global sur la Terre, on constate que la plupart la majorité se produit à des profondeurs relativement faibles, inférieures à 70 km sur cette carte particulière qui montre 11 ans de sismicité mondiale. C'est une carte assez ancienne, mais si je vous montrais une carte des dernières 10 années, elle serait assez similaire. Par contre, il y a un certain nombre de séismes qui ont lieu à des profondeurs plus grandes, à des profondeurs allant jusque vers 700 km de profondeur. 680 est à peu près la profondeur la plus grande jusqu'à présent où on a détecté un séisme. Lorsque vous regardez cette carte, vous voyez que la sismicité montre essentiellement la limite des plaques lithosphériques, des plaques de la tectonique des plaques, et on constate la relation pour les séismes superficiels très nettement avec les grandes dorsales océaniques, comme par exemple la dorsale Est-Pacifique ou la dorsale médio-atlantique. Et par contre, les séismes profonds, donc qui sont indiqués ici par des couleurs vertes et bleues, n'ont pas lieu partout, mais sur des zones bien particulières, qui sont, elles, essentiellement, ici, sur cette carte, on montre seulement les séismes de profondeur supérieure à 100 km, et vous voyez qu'ils se limitent à seulement certaines zones, qui correspondent à des limites de plaques, essentiellement dans le nord et l'ouest du Pacifique, mais aussi sur la limite de la plaque Eurasie avec les plaques indiennes et les plaques africaines, comme nous verrons. Et donc ces séismes correspondent très souvent à des régions où nous savons aujourd'hui qu'il y a des zones de subduction, c'est-à-dire des régions où une plaque lithosphérique qui s'est formée près de la surface sur les rides, sur les dorsales océaniques, replonge dans le manteau. Et ça, c'est un schéma typique montrant une plaque lithosphérique dont l'épaisseur, quand elle arrive ici
disons, à l'endroit où elle replonge dans le manteau est de l'ordre de 80 à 100 km d'épaisseur. Et on a ce profil typique avec une fosse profonde qui peut atteindre 10 000 mètres de profondeur et en arrière un arc, une série de volcans, des volcans d'arc insulaires. Alors, ces zones de subduction sont éclairées de nos jours, on le sait, par la tomographie sismique. Ici, je montre quelques coupes de modèles récents de tomographie. Ici au Japon, dans la région Fidji-Tonga et en Amérique du Sud. Ce qui est représenté ici, ce sont des coupes verticales allant de la surface jusqu'à la limite noyau-manteau, donc à 2900 km de profondeur, dans un modèle tomographique qui a été construit à partir des données d'ondes, de temps de propagation des ondes de compression, des ondes P. Et on voit ici des lignes qui sont marquées à 400, 660 et 1000 km de profondeur. Le code de couleur est que rouge indique des vitesses lentes et bleu des vitesses plus rapides que la moyenne à une profondeur donnée. Et on les interprète au premier ordre comme indiquant de la matière plus froide quand c'est bleu et de la matière plus chaude quand c'est jaune ou rouge. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'il suffit de savoir. Vous voyez ici donc ces plaques qui plongent, on les voit plonger jusqu'à au moins 600 km de profondeur, parfois à des profondeurs plus grandes. On voit aussi qu'elles s'étalent à ces profondeurs-là et qu'on en perd un peu la signature plutôt à plus grande profondeur. Si vous distinguez les points blancs ici, ce sont les séismes, les localisations de séismes donc, rapportées sur ces coupes qui forment une distribution planaire qu'on appelle les zones de Wadati-Benioff. Donc, dans différentes régions, ces plaques plongent plus ou moins profond, comme nous le voyons ici. Alors, pourquoi séisme intermédiaire et profond ? On distingue les séismes intermédiaires et les séismes profonds. D'une part, parce qu'on observe que le nombre de séismes enregistrés donc au niveau global, en moyenne par an, ici une échelle logarithmique, en fonction de la profondeur, présente une caractéristique qui est que le nombre de séismes diminue à peu près exponentiellement entre la surface et environ 300 km de profondeur. Puis il y a un minimum, il y a des séismes, il n'y en a pas beaucoup, entre 300 et 400, 450 km de profondeur, et de nouveau un pic vers 500 à 650 km de profondeur, puis ça s'arrête un peu en dessus de 700 km de profondeur. Donc déjà, une raison pour les distinguer. On pense à l'heure actuelle aussi, ça n'est pas encore prouvé, que le mécanisme physique à l'origine des séismes intermédiaires est différent de celui des séismes profonds. Alors, ceci dit, pourquoi s'intéresser à ces séismes profonds ? D'abord, il y en a d'assez gros. Ici, c'est 30 années, donc tout à fait récent, de séismes intermédiaires, donc ici très spécifiquement entre 100 et 300 km de profondeur, en bleu, et en rouge de 300 km à plus grande profondeur, qui montre que les séismes de magnitude plus grande que 6,5 sont quand même assez nombreux. En fait, quand on regarde la sismicité mondiale, 25% des séismes observés sont à des profondeurs plus grandes que 50 km et à peu près un peu moins de 10% à des profondeurs plus grandes que 500 km. Et certains sont très gros. Le plus gros jamais enregistré instrumentalement, ça ne veut pas dire que ce soit le plus gros qui ait jamais existé, est un séisme en fait très récent, un séisme de 2013 qui a eu lieu en dessous de la mer d'Okhotsk, ici à l'ouest du Kamtchatka, avec une magnitude de moment de 8,3 et une profondeur de 609 km. Il y en a eu d'autres
Celui-ci, en Bolivie, on en entendra parler pas mal, puisque c'est le premier très gros séisme, magnitude 8.2, une profondeur de 630 km en Bolivie, a été le premier séisme vraiment très bien étudié après l'installation des réseaux de sismiques large bande digitaux de haute qualité. Et donc a pu fournir des données tout à fait nouvelles. Et récemment, il y a eu aussi un séisme intermédiaire de magnitude 7.9 en Nouvelle-Guinée. Et tout récemment, donc cette année, un doublet de séismes profonds dans les îles Fidji, l'un au mois d'août, à la profondeur de 600 km, magnitude 8.2, et un autre en début septembre, de magnitude 7.9, à 671 km de profondeur. Historiquement, il y en a eu d'autres de très gros, comme par exemple, ici je note les plus gros, à partir de 1900. Les magnitudes de ces séismes très anciens sont bien sûr moins bien déterminées. Vous voyez ici des séismes de profondeur intermédiaire et le grand séisme de Colombie de 1970, qui aussi a beaucoup été étudié à l'époque. Alors, juste pour parler du plus gros séisme, celui de la mer d'Okhotsk, quand on regarde une carte ici, donc vous voyez ici le Kamtchatka, l'Eurasie, et la sismicité de cette région, vous voyez la sismicité donc des séismes relativement superficiels, ici de 0 à 69 km de profondeur, et progressivement, lorsqu'on se déplace vers l'ouest, on voit des séismes de plus grande profondeur. On voit indiquer aussi en jaune les arcs volcaniques ici. Et la sismicité très profonde, donc à une profondeur plus grande que 300 km ici. Et ce très gros séisme fait partie de cette catégorie-là, qui est donc décalée très nettement par rapport à la fosse ici entre la plaque Pacifique et la plaque Eurasie, qui donc a lieu au large des côtes à l'est donc de cet arc insulaire. Alors, d'abord un petit rappel, puisqu'on parle de magnitude. La magnitude dont je vais toujours parler, c'est la magnitude notée MW. J'en ai parlé beaucoup l'année dernière. Juste un rappel que cette magnitude est la magnitude qui est directement liée à l'énergie dégagée par le séisme, qui est quantifiée à partir de ce qu'on appelle le moment sismique, dont la définition est le produit de la rigidité du milieu, la surface de la faille. On suppose une surface plus ou moins planaire, donc avec une longueur L et une largeur W qui donne S, et le déplacement moyen au cours du séisme, donc le déplacement des deux bords de la faille. Et donc cette notion de moment est liée directement à celle d'un moment de force. En fait, dans le cas de séisme, il s'agit en première approximation d'un double couple de force qui donc est à l'origine qui décrit très bien la source sismique. Donc le moment sismique est donc on part de la surface de la rupture que l'on multiplie par le glissement moyen, qui est donc ici. Et le moment sismique, c'est ce potentiel, donc surface par déplacement moyen, multiplié par le module de cisaillement. Et on en déduit une magnitude de moment, qui est donc notée MW, dont l'expression est celle-ci. C'est une donc, échelle logarithmique comme toutes les échelles de magnitude, et elle se raccorde de manière... et ces constantes permettent de la raccorder aux échelles de magnitude plus anciennes, très spécifiquement l'échelle des magnitudes des ondes de surface. Mais c'est le moment sismique qui nous donne une idée de l'énergie, et ici sont représentés les séismes profonds, donc de profondeur ici 400 km ou plus depuis 1900, avec les barres ici proportionnelles au moment sismique. Et là, on voit que ce séisme de 2013 de la mer d'Okhotsk était vraiment
très grand par rapport aux autres séismes connus donc, depuis l'époque instrumentale, et même celui très étudié de Bolivie de 1994. Alors, bien sûr, on peut se demander pourquoi il est intéressant d'étudier les séismes intermédiaires et profonds. Une première raison sur laquelle je ne reviendrai pas beaucoup, c'est que ces séismes, surtout les très gros, ont une importance fondamentale pour l'étude de la structure interne de la Terre, pour diverses raisons. Mais la première raison, c'est qu'ils engendrent des modes probes de la Terre qui sont sensibles à grande profondeur à l'intérieur de la Terre. Alors ici, c'est un spectre. Pour illustrer cela, c'est un spectre de modes propres de la Terre qui a été obtenu en prenant un enregistrement très long de séismes de plusieurs jours et en le passant dans l'espace des fréquences par une transformée de Fourier, on voit apparaître ces pics à des fréquences très particulières qui sont des fréquences caractéristiques de la structure interne de la Terre. Et à partir de la mesure de ces fréquences, on peut en déduire des propriétés internes, la structure élastique, donc les variations en fonction de la profondeur, mais aussi latéralement de la densité et des vitesses sismiques, les vitesses de cisaillement et les vitesses de compression. Et ces séismes profonds ont la particularité qu'ils vont exciter, qu'ils vont donner lieu à de l'énergie très forte pour des modes sensibles à très grande profondeur. Ce que je montre ici, c'est en fonction de la profondeur des courbes de sensibilité contrastées de deux modes. Un mode du manteau, un mode sensible à la structure du manteau, et un mode sensible à plus grande profondeur, donc au noyau de la Terre. Ce qu'il suffit de retenir, c'est que ces courbes indiquent la sensibilité, d'une part la sensibilité de ces modes à la structure en profondeur. Alors ici, il y a trois paramètres élastiques, donc la vitesse des ondes S, la vitesse des ondes P et la densité. Et vous voyez qu'elles sont très différentes. Pour ce mode-là, ici, ça c'est la limite noyau-manteau, et jusqu'au centre de la Terre, on voit une sensibilité non nulle de ce mode particulier à la vitesse des ondes P et à la densité. Mais aussi l'excitation de ces modes, c'est-à-dire combien d'énergie est engendrée au moment d'un séisme, dépend de la profondeur du séisme. Pour un séisme superficiel, on voit que l'essentiel est près de la surface. Ici, c'est 600 km de profondeur, donc on a ici une excitation. Encore ce mode-là a pas mal d'énergie dans tout le manteau supérieur, mais celui-ci a donc... c'est pas normalisé, donc on ne voit pas, mais il va être excité très favorablement par les gros séismes profonds. Juste encore, disons, pour rester dans l'actualité, les deux séismes profonds récents des îles Fidji donc, ont eu lieu dans cette région. Ici, voici l'Australie, ici, voici Fidji-Tonga. Une coupe dans un modèle tomographique comme je vous ai montré précédemment. Donc on voit la zone de subduction avec son alignement planaire ici en coupe le long d'une ligne presque droite, au moins jusqu'à 600 km de la sismicité indiquée par les points blancs. Et ici, en plus de détails, on voit cette sismicité sur une coupe, c'est à peu près à ce niveau-là, dans cette carte-là, où on voit donc d'est en ouest, et en fonction de la profondeur, la sismicité. Ces symboles, je vais vous rappeler tout à l'heure ce qu'ils indiquent. Ils indiquent le mécanisme des séismes. On n'a pas besoin de s'en préoccuper tout de suite. Et ces deux séismes qu'on a très envie de relier d'une manière ou d'une autre, disons qu'ils sont produits à un mois d'intervalle, à peu près la même profondeur, l'un à 600 km et l'autre à 617, des séismes très forts. On voit ici la zone séismique qui a l'air de se courber, comme c'est aussi indiqué par le modèle tomographique.
Bon, là, je ne vais pas m'arrêter longtemps. C'est une liste des plus forts séismes de profondeur 300 km jusqu'en 2013. Donc, il faut rajouter les quelques séismes que nous avons connus l'année dernière et cette année. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi étudier les séismes intermédiaires et profonds, puisque on peut penser qu'on n'en entend pas parler, même s'ils sont très très gros, ils ne donnent pas lieu à des dégâts en surface. Ça n'est pas tout à fait vrai, puisque certains séismes, au moins les séismes intermédiaires, comme ceux de Roumanie, ont quand même des conséquences assez graves. Ici, il y a une zone de séisme de profondeur intermédiaire près de Bucarest, presque en dessous de la ville de Bucarest. Et ici, le dernier fort séisme a eu lieu en 1977, magnitude 7,2, à une profondeur de presque 100 km et a donné lieu à beaucoup de dégâts. Il y a eu plus de 1500 morts. Ce séisme a suivi un autre séisme qui avait eu lieu en 1940, un peu plus profond, à 133 km de profondeur, mais plus gros, magnitude MW de 7,7, qui lui aussi avait donné lieu à plus de 1000 ou 1500 morts. Donc, pourquoi étudier les séismes profonds ? La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il des séismes à des profondeurs supérieures à 50 km ? On comprend, au moins au premier ordre, qu'on peut avoir des séismes superficiels, des séismes à faible profondeur, dans la zone où la roche est cassante. Mais plus on s'enfonce en profondeur, plus la pression augmente et la température augmente, et on s'attend plutôt à ce que les roches s'écoulent sans engendrer de vibrations, sans cassure. Donc ça, c'est la première question, c'est de savoir quels sont les processus physiques à l'origine de ces séismes. C'est une question encore ouverte sur laquelle les chercheurs travaillent très activement et ce qui donne lieu à de nombreux débats. L'autre raison, c'est que ces séismes profonds, comme je l'ai déjà illustré en comparant les lieux ou les alignements de séismes sur les zones de Wadachi-Benioff avec les modèles tomographiques, c'est qu'ils nous éclairent sur des processus tectoniques et donc la dynamique du manteau de la Terre. Et donc je vous ai déjà parlé un peu du rôle qu'ils jouent et qu'ils ont joué dans la détermination de la structure profonde de la Terre. En plus des modes propres, il y a d'autres caractéristiques des séismes profonds, j'y reviendrai, qui font que ce sont des données vraiment très, très claires et très importantes pour déterminer les structures. Alors simplement un rappel, lorsqu'on augmente la température, les propriétés de déformation des roches changent. À froid, une barre de verre se fracture, le verre c'est assez similaire à la roche, et à chaud, elle se déforme de manière plastique, mais ne casse pas. Donc, on ne s'attend pas à avoir de forts séismes. De même, lorsqu'on déforme une roche sous haute pression, elle va se déformer de manière plastique et ne pas donner lieu à des cassures. Alors, encore une illustration ici. Donc, ce sont des expériences où on met une roche à une certaine pression ambiante. On applique une pression de plus en plus grande suivant la pression de confinement dans laquelle se trouve cette roche, elle va soit se casser, soit se déformer de manière plastique. Et donc, cela donne lieu à des modèles qui indique en fonction de la profondeur, ici depuis la surface de la Terre jusqu'à 35 km de profondeur, donc essentiellement dans la croûte terrestre, comment se comporte la résistance à la déformation des roches dans les parties superficielles, et c'est le domaine de la rupture et des processus donc, qui font intervenir la friction et la rupture. La résistance augmente avec la pression et donc la profondeur, puisque la pression augmente avec la profondeur. Et à plus grande profondeur, c'est l'effet de la température
qui va dominer et la résistance décroît exponentiellement avec la température et donc aussi avec la profondeur, puisque la température augmente avec la profondeur dans la Terre. Et donc il y a une zone que l'on assimile en général, c'est donc la zone, disons la limite cassante plastique, qui se trouve en général autour de 20 km de profondeur. Il faut noter qu'il y a peut-être aussi une zone dans le manteau terrestre où de nouveau il y a une zone cassante vers entre 35 et 50 km de profondeur, mais plus profondément, on ne s'attend pas à un comportement cassant. Et donc ici, c'est encore un schéma emprunté à Froelich, qui est quelqu'un dont je vais citer beaucoup les travaux, puisqu'il a consacré sa carrière à l'étude des séismes profonds. On voit ici, en fonction de la profondeur ou de la pression, ici en gigapascal, 10 puissance 9 pascal, qui vous donne une idée, quand on peut convertir la profondeur en pression ou inversement simplement par la formule ρGh, ρ la densité, g l'accélération de la gravité et h la profondeur. Et donc ça donne une idée de comment, quand on parle de pression, à quelle profondeur ça correspond. Et on voit que suivant le géotherme, c'est la courbe de température en fonction de la profondeur dans la Terre, la courbe moyenne, qui donc la température augmente ici avec la profondeur. Et suivant, disons, le comportement que l'on suppose, donc la vitesse de déformation, que l'on pense être très faible à l'intérieur du manteau, plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 15, mais on voit ici un ordre de grandeur qui est accessible, plus accessible à l'expérimentation. On voit ces domaines, fracture cassante, fluage ductile, et donc certainement et le géotherme qui coupe ici, et donc on voit qu'au-dessus d'environ 50-70 km, on ne s'attend pas à voir de séisme, du moins dans la définition classique des séismes superficiels. Donc ces séismes, je montre encore ici un exemple donc dans la région de Tonga et dans la région d'Amérique du Sud, la distribution en fonction de la profondeur, encore une fois ici les séismes superficiels en jaune, intermédiaires en orange et profonds en rouge, dans les deux cas. Dans un cas, la zone de sismicité en fonction de la profondeur est inclinée vers l'ouest. C'est le cas de Tonga ici. Dans l'autre cas, en Amérique du Sud, elle est inclinée vers l'est. Mais on voit aussi ce que j'ai déjà indiqué dans les statistiques, combien de séismes en fonction de la profondeur. En moyenne, on voit cette décroissance jusque vers 300 km de profondeur, un minimum, et puis un pic autour de 600 km de profondeur, avec la sismicité s'arrêtant assez abruptement vers entre 680 et 700 km de profondeur. Alors, ici, nous avons aussi encore une dernière illustration qui compare maintenant en plus gros la sismicité avec les résultats de la tomographie qui est déterminée de manière indépendante en général. Et on voit que la sismicité suit bien la partie plutôt superficielle de cette zone de subduction qui donc s'étale ici. Et dans cet article sur lequel nous reviendrons, ils ont étudié un gros séisme de profondeur 680 km qui a eu lieu juste au coin ici, juste en dessous de la discontinuité de 660, qui semble être juste en dessous de la discontinuité de 660 km, dont je vais parler plus tard. Les deux discontinuités de 410 et de 660 correspondent à des transitions de phase, à des changements de la structure cristalline, cristalline des constituants du manteau supérieur. Vous voyez ici les deux séismes, un à 458 km, juste en plein dans la zone, dans la plaque, et l'autre qui semble être juste en dessous. Alors revenons à notre distribution globale.
J'ai parlé jusqu'à présent, j'ai donné un aperçu très général de ce qui se passe dans les zones de subduction. Nous y reviendrons bien sûr, mais je voudrais noter que la plupart de ces séismes ont lieu à la limite entre une plaque océanique et une plaque continentale, ou pas très loin d'une plaque continentale, et la plaque océanique plongeant sous la plaque continentale. Mais il y a des régions qui sont tout à fait pratiquement continentales, où il y a aussi des séismes profonds, et je vais les mentionner, les illustrer un peu parce qu'ils sont aussi intéressants et intrigants. Donc regardons d'abord ici du côté européen, puisque c'est là que nous habitons, la Calabre et la Sicile. Et donc vous avez la convergence de l'Afrique vers l'Eurasie, donc en gros une convergence nord-sud qui donne lieu à une convergence et donc à une compression des matériaux qui donc doivent bien aller quelque part et donc donnent lieu à des zones de compression et de subduction, la plus importante et la plus active étant l'arc hellénique, ici en Grèce, mais aussi la zone du bassin tyrrhénien, ici, est une zone où ont lieu des gros séismes, non seulement superficiels, comme on le voit sur cette carte-là, mais aussi des séismes de profondeur plus grande, comme ici on voit les séismes en vert. Ce sont des séismes de profondeur, je crois, plus grande que 100 km. Donc juste au-dessus de la botte de l'Italie. Lorsqu'on fait une coupe dans cette région, on voit une zone aussi qui ressemble à une zone de subduction, que ici on voit en coupe. Et dans un modèle tomographique récent, on voit aussi la correspondance avec la zone de vitesse plus rapide que la moyenne, mais pas aussi clairement délimitée que ce qu'on voyait dans les zones autour du Pacifique. Donc l'autre région, c'est l'arc hellénique, ici où donc, on voit les flèches indiquent les directions des plaques. Il y a donc l'Afrique la Grèce est sur une microplaque, la plaque qui est la plaque de la mer Égée, et l'Afrique converge vers l'Eurasie dans une direction nord-est-sud-ouest. Et de l'autre côté, à l'est, vous avez la plaque anatolienne qui se déplace vers l'ouest. Et l'essentiel de la sismicité se trouve le long de la faille anatolienne, ici au nord de la Turquie. L'arc hellénique est un arc très, très intéressant. Si vous allez en vacances en Grèce, vous êtes sans doute allé sur les îles grecques, dont certaines, comme la Crète, ne sont pas volcaniques, mais vous avez l'arc volcanique en avant, en particulier le célèbre volcan du Santorin. Et en arrière, vous avez une fosse aussi, donc tout à fait les caractéristiques d'une zone de subduction. Et donc, encore une fois, un schéma. Cette photo, elle vient parce que j'ai récemment donné une présentation sur les séismes en Crète qui, de temps en temps, mais ça, c'est un séisme superficiel qui a fait énormément de dégâts dans l'an 365 après Jésus-Christ. Donc, aussi bien des séismes superficiels et des séismes profonds dans cette région. On voit ici, encore une fois, ce n'est pas très, très clair, peut-être, mais là, j'ai essayé de trouver une carte de sismicité. Les séismes de profondeur plus grande que 80 km donc, se trouvent plus au nord, sous l'arc volcanique actif, et ceux de profondeur un peu moins importante, en vert ici, donc juste au nord de la Crète. Ce qui est peut-être plus intriguant encore, c'est ce qui se passe sous l'Espagne, au sud de l'Espagne. Vous voyez ici la sismicité
au sud de l'Espagne. En rouge, les séismes de profondeur inférieure à 40 km, les séismes intermédiaires de 40 à 130 km, et puis une petite zone ici où les séismes sont très profonds, autour de 650 km. Alors encore une fois, c'est une zone de convergence entre l'Europe ou l'Eurasie et l'Afrique, comme indiqué ici sur cette carte qui montre les directions de convergence de ces plaques. Et donc cette sismicité intermédiaire et profonde est sans doute et très clairement associée à cette convergence. Mais là, on n'a pas autant d'informations ou autant d'images aussi claires. Disons que la structure est très complexe. Donc ici, bon, je vais passer rapidement parce que ça indique les mécanismes des séismes, mais simplement pour montrer la série de séismes profonds, tous situés autour de 650 km sous la ville de Grenade. Donc ici, on voit 1954, 1990, 73, 93. Donc, ils ont tous à peu près le même mécanisme. Pour l'instant, on ne se soucie pas de ça. Et ils ont tous lieu dans une région toute petite, ici, donc à l'est de Malaga. Alors, c'est l'occasion de rappeler ce que sont les mécanismes au foyer, puisqu'on va voir beaucoup de ces diagrammes comme ceci, et donc il faut savoir vite les interpréter. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois types de failles canoniques, si j'ose dire, les failles normales, qui correspondent à des zones d'extension, où les deux blocs qui se touchent le long des plans de faille, se séparent les uns des autres, donc une zone d'extension, et les symboles correspondants vont être dessinés, ces balles de plage, les beach balls en anglais, avec du noir à l'extérieur et du blanc à l'intérieur. Le PET, ce sont des projections hémisphériques focales. Donc, si vous êtes géologue, vous connaissez ce système, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que les plans de faille possibles sont soit ce plan-là, soit ce plan-là. Le P, c'est la direction de l'axe de compression, le T, l'axe de tension, et tout ce qui est au bord montre des directions plutôt horizontales et tout ce qui est vers l'intérieur des directions verticales. Donc quand vous voyez un dessin comme ceci avec les plans de faille comme ça au milieu, ça indique que ce sont des failles dont le pendage est de l'ordre de 45 degrés, disons, donc ni horizontal ni vertical. L'inverse, l'autre image canonique, c'est celle de la faille inverse, qui correspond à un régime de compression, donc où les deux blocs se convergent l'un vers l'autre, et là, dans ce cas-là, le bloc du dessus tombe, se déplace vers le bas par rapport au bloc qui est en dessous. Ici, c'est l'inverse. Par compression, vous avez le bloc qui est au-dessus qui va avoir tendance à monter. Et ça, c'est représenté par ce schéma-là. C'est l'inverse de ce schéma-là, avec le noir ou la couleur à l'intérieur et le blanc à l'extérieur. Si vous vous souvenez de ces deux schémas-là, ce sera suffisant pour la plupart de ce dont je vais parler sur les mécanismes. Et puis vous avez le troisième cas canonique qui est celui de la faille transformante où les deux blocs se déplacent horizontalement comme dans le cas de la faille de San Andreas en Californie et donc dans ce cas-là vous avez c'est représenté donc le cas canonique est représenté par un schéma comme ceci avec 4 cadrans de blanc et de noir. Bon, voilà. Donc, dans le cas précédent, vous voyez ici, on voit tout de suite que ces séismes on pense tout de suite à des failles normales, donc des séismes très profonds à failles normales, avec un plan vertical, pratiquement vertical, et l'autre pratiquement horizontal. On a, à partir de la détermination de ce genre de mécanisme,
on a une ambiguïté sur lequel est le plan focal et lequel est le plan conjugué. Il faut d'autres types d'informations pour disons, pouvoir les distinguer. Donc voilà, donc on parlera de ça, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, sur quel est le plan de faille préféré dans les séismes profonds. Est-ce que c'est le plan horizontal ou le plan plus vertical? Alors, ici, c'est donc encore pour revenir donc, au cas de l'Espagne, pour montrer que tout de même, il y a apparemment aussi une zone donc, de matière plus froide que la moyenne, en bleu ici, qui plonge au-dessous ici de Gibraltar et dans lequel sont situés ces séismes profonds. Donc, j'ai parlé de la Roumanie. Donc, les séismes intermédiaires, de profondeur intermédiaire de la région de Vrancea, près de Bucarest. Ici, c'est un schéma un peu tectonique géologique montrant donc l'arc des Carpates et le coin de cet arc, ici aussi topographiquement, et donc la région ici au sud-est de la France. Et donc ce séisme de 1977, le plus récent, qui a créé beaucoup de dégâts. Ici, c'est simplement pour montrer cette zone de sismique qui est très localisée en espace, mais qui plonge jusqu'à des profondeurs d'environ 180 km, juste dans cette région de Vrancea. Ici, c'est une carte d'intensité pour un très ancien. Les séismes, il y en a depuis très longtemps. Ici, un en 1802, donc avant l'instrumentation sismique, mais à l'époque, on pouvait déjà faire des cartes d'intensité sismique, donc comment a été ressenti le séisme, est-ce que les objets sont tombés, est-ce que les bâtiments ont été détruits, etc. Et vous voyez qu'il a été ressenti assez loin, ici jusque dans les pays baltiques à l'époque. Donc un gros séisme, déjà en 1822, de profondeur intermédiaire, on pense. Et finalement, donc pour ce tour d'introduction au séisme profond, une autre région où l'on a fréquemment des séismes de profondeur intermédiaire, c'est la zone de convergence entre l'Inde et l'Eurasie. Donc l'Inde qui se déplace à relativement grande vitesse vers l'Eurasie, donne lieu à l'Himalaya et derrière le très haut plateau du Tibet. Et aux deux bordures à l'est et à l'ouest de cette zone indentée, il y a une structure très complexe avec des zones de sismicité profonde. La plus importante est celle de la région du Pamir et de Hindu Kush. Là aussi, vous avez la sismicité dans cette région, donc c'est donc du côté ouest, dans le coin ouest de l'Inde qui s'enfonce vers l'Eurasie. Vous avez les séismes superficiels en bleu, vert et vert, ensuite à plus grande profondeur en jaune, profondeur plus grande que 100 km, et les séismes les plus profonds qui dépassent les profondeurs de 200 km, 200 à 250 km, en rouge. Et vous voyez, en fait, c'est très complexe parce que la zone de Pamir, l'arc des Pamir, a une vergence, est orienté vers le sud-est, alors que l'arc ici plus au sud, sous l'Hindu Kush, est orienté vers le nord. Donc une zone de contorsion. Et ici, c'est sur cette coupe prime, vous voyez, en fonction de la profondeur, la sismicité qui a été relocalisée très précisément, seulement la sismicité profonde, la sismicité superficielle n'est pas marquée ici, cette zone qui plonge presque à la verticale jusqu'à environ 250 km de profondeur. Et alors, il y a des interprétations multiples.
on y reviendra peut-être, mais vous voyez ici dans cette représentation qui essaye de donner l'impression 3D, cet arc donc orienté vers le sud-est et un arc beaucoup plus limité, beaucoup plus vertical et un peu plus complexe de l'Hindu-Kush au sud-ouest. Alors, j'aimerais passer maintenant à un peu d'histoire, car je pense que c'est intéressant de voir comment, peu à peu, on a compris qu'il y avait des séismes profonds, qu'on pouvait distinguer les séismes profonds des séismes superficiels, et aussi ensuite la découverte de ces zones planaires, les zones qu'on appelle les zones de Wadachi-Benioff, dans les zones de subduction. Alors, je vous rappelle d'abord que la sismologie dite globale, celle qui s'intéresse à grande échelle à l'intérieur de la Terre, elle est née fin du XIXe siècle avec l'observation de von Reuber-Paschwitz, qui était un chercheur qui étudiait les marées et regardait les enregistrements de deux inclinomètres à Potsdam et un autre donc en Allemagne et un autre dans une ville pas très loin, à Wilhelmshaven. Et un jour, il a observé avec ses collaborateurs une espèce un enregistrement ici bizarre. Et quelques jours plus tard, il a lu dans les journaux qu'il y avait eu un tremblement de terre, Erdbeben, au Japon, le jour et à l'heure où il a observé ces signaux sur cet enregistrement d'inclinomètre, pas seulement à Potsdam, c'est important, mais aussi sur un autre enregistrement dans une autre ville, ce qui montrait que ce n'était pas parce que quelqu'un avait donné un coup de pied dans l'instrument, que c'était vraiment une cause lointaine. Et donc il avait fait le rapprochement, c'est comme ça qu'est née la sismologie globale. On suivit des constructions de plus en plus performantes d'instruments et distribution de stations sismiques autour du globe, des efforts qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des enregistrements beaucoup plus détaillés, plus fiables, des horloges très précises. On sait reconnaître dans un enregistrement, ici c'est un enregistrement du séisme de Californie de 1989, magnitude 7.1, observé en Finlande, donc à grande distance, distance de je ne sais plus combien, mais de l'ordre de 10 000 km, donc le long de la surface de la Terre, et on observe la succession d'arrivées d'ondes sismiques dont on sait bien reconnaître le caractère, on sait bien reconnaître à quoi correspondent les trajets des ondes à l'intérieur de la Terre, les ondes P de compression, les ondes S, qu'on appelle les ondes de volume, et ensuite les ondes de surface qui sont des ondes dispersives. On voit que leur vitesse dépend de leur période et donc qui se propagent le long de la surface de la Terre. Mais pour en arriver là, il a fallu beaucoup de travaux. Maintenant, on sert aussi, disons, déterminer des courbes de temps de propagation de différentes ondes qu'on sait bien définir en fonction de la distance, ici en distance angulaire, donc à la surface de la Terre. Mais et donc, c'est l'occasion de vous rappeler qu'il y a deux types d'ondes élastiques, les ondes de compression, les ondes P, dont la direction du mouvement des particules est parallèle à la direction de propagation, et les ondes de cisaillement, les ondes S, qui ne traversent pas les liquides, dont le mouvement des particules est perpendiculaire à la direction des propagations. Les ondes S donc, ne font pas intervenir de changement de volume. Elles ne se propagent pas dans les fluides. Par contre, les ondes P sont des ondes de compression, comme les ondes sonores qui se propagent dans l'air, et elles sont, en fait, correspondent à des successions de dilatation et de compression dans la direction de propagation.
Et ce qui est important, bien sûr, c'est que les ondes de compression ont une vitesse de propagation supérieure à celle des ondes de cisaillement. Et donc, en particulier, c'est ce qui est exploité actuellement dans les systèmes d'alerte rapide sismique, c'est qu'on détecte l'onde P et on a le temps d'alerter les gens qui sont à quelque distance, parce que les ondes S, qui sont celles qui détruisent, qui causent les destructions, se propagent plus lentement et arrivent plus tard. Alors, comment détermine-t-on la distance d'un séisme ? Ici, donc, c'est un schéma montrant voilà, la première arrivée à une station, disons un séisme ici, on a une série de stations, on regarde à une station et on voit défiler en fonction du temps la première arrivée, l'onde P, puis derrière l'onde S. Le temps différentiel entre l'onde S et l'onde P, donc on peut le mesurer assez précisément, bien sûr, si on a une horloge de bonne qualité. Et à partir de ce temps différentiel, on peut en déduire la distance si on connaît la vitesse de propagation moyenne des ondes P et des ondes S. Donc le temps entre les deux, ça va être le temps de propagation des ondes S moins le temps de propagation des ondes P. Et on en déduit, de cette équation-là, on déduit la distance. Et donc il faut avoir une idée des vitesses. Mais une fois qu'on a cette idée, on peut tracer des courbes en fonction du temps et de la distance, des courbes de temps de propagation des ondes P et des ondes S. Et si on a quelques enregistrements, même un seul enregistrement, si on a un seul enregistrement, on va pouvoir déterminer la distance en comparant avec ces courbes. Simplement l'intervalle entre les deux, on va associer avec une localisation ici et en déduire la distance. Donc ça c'est simple. Et si on a 3 stations, on va faire une localisation, triangulation. Si ce qu'on observe est bien dû à un séisme, on s'attend à ce que ces 3 cercles, théoriquement, les 3 cercles déterminés à partir de la distance observée à partir du temps de S-P à 3 stations, ces 3 cercles vont avoir une intersection commune qui va être l'épicentre du séisme. Dans pratique, bien sûr, il y a des erreurs et tout n'est pas aussi parfait, et donc on n'obtient pas un seul point, mais avec un réseau de stations, on peut réduire les erreurs et obtenir une bonne localisation de l'épicentre. Donc, et une fois qu'on a l'épicentre, on peut déterminer le temps origine. À partir on prend une station, on prend la distance, et le temps d'arrivée de l'onde P à cette station va nous permettre de déterminer le temps auquel a eu lieu le séisme. Mais la question de la profondeur des séismes a été une question qui a été longuement débattue, donc au début du XXe siècle et jusqu'en 1928, qui a marqué un tournant très important. Et là, je cite un livre de Cliff Froelich qui a publié en 2006 à ce sujet, où il va assez profondément dans cette histoire de la détermination de la profondeur des séismes. Donc je base ma présentation pour les quelques diapos suivantes sur son ouvrage. Donc il y a eu lieu le séisme de San Francisco, qui est donc le séisme de 1906, un gros séisme de magnitude de l'ordre de 7,9 sur la faille de San Andreas, a été le moment où les géologues et les sismologues ont réalisé que les séismes étaient liés à un déplacement des deux bords d'une faille. Et parce qu'avant, on avait une idée assez floue de ce qui se passait. Mais déjà pour ce séisme-là, Reid disait en 1910, dans son rapport qui est le rapport fondamental où il expose très clairement la théorie du rebond post-sismique, le fait que les contraintes s'accumulent parce que les failles sont collées l'une à l'autre, et au fur et à mesure où les contraintes tendent à écarter les deux blocs, à un moment donné, vous avez un séisme qui va permettre le réajustement des deux blocs.
Et lui disait, à partir de la décroissance des amplitudes observées donc, dans les stations sismiques, les amplitudes des ondes sismiques, en fonction de la distance à l'épicentre, la faille n'atteint pas 20 km de profondeur, donc une faille superficielle. Bien sûr, il y avait les observations de surface qui pouvaient aussi se prêter à cette conclusion. Mais en 1913, un autre scientifique, Pilgrim, disait d'après les vitesses apparentes de ces ondes, cette profondeur doit être supérieure à 50 km. Et Oldham, en 1909, lui-même, alors c'est étonnant parce que Oldham, c'est à lui qu'on doit vraiment la découverte du noyau de la Terre. C'est lui qui, à partir des méthodes sismiques, qui a montré, il a vu les ondes P et les ondes S, la zone d'ombre pour les ondes S, et on a conclu l'existence d'un noyau fluide à l'intérieur de la Terre. Ce même Oldham disait « Les séismes, qu'ils soient grands ou petits, ont peu de relation avec les failles visibles en surface ». C'est un peu assez étonnant comme remarque. Et Turner, donc, qui était un astronome et sismologue, qui était directeur de l'organisation qui préparait les bulletins de l'International Seismological Summary, donc britannique, et lui analysait les temps de parcours des ondes P pour des séismes d'Amérique du Sud enregistrés en Europe à des distances très grandes, plus de 140 degrés, c'est-à-dire plus de 15 000 km, et il voyait des résidus très grands. Ce qu'on appelle résidus, c'est la différence entre le temps observé, le temps de propagation observé, et le temps calculé dans un modèle de Terre. Les modèles de Terre qu'ils avaient à l'époque étaient assez peu précis, mais même actuellement, les résidus d'onde P dans les modèles actuels sont de moins de 1 seconde. Entre 1 et 2 secondes, c'est déjà énorme. Et donc, la 20 et 30 secondes, déjà à l'époque, c'était des résidus très grands. Et donc, il est conclu que les séismes dont on observait des résidus aussi grands devaient être profonds. Et il disait plus grands que 400 km. Mais en même temps, il voyait il avait d'autres observations pour lesquelles les résidus étaient négatifs. Donc, les ondes arrivaient plus tôt que ceux qu'on prévoyait par le modèle, à des très grandes distances, à des distances donc à l'autre bout de la Terre, antipodales. Et donc il en concluait que ces séismes sont moins profonds que les séismes ordinaires, donc la plupart des séismes, et qu'ils sont moins profonds de 130 km au moins, ce qui implique que les séismes ordinaires ont des profondeurs supérieures à 130 km. Donc, encore une conclusion un peu étonnante. Donc, ici, qu'il n'y aurait pas de séisme à des profondeurs moins grandes que 130 km. Alors, il suivit des observations importantes et qui, donc, en fait, continuent jusqu'à nos jours. C'est que les ondes de surface, la théorie des ondes de surface avait été développée, en particulier par Lamb, qui avait déterminé les équations qui les concernent, la propagation des ondes de surface dans les solides. C'est donc en fonction de la distance et de la profondeur, on pouvait constater que lorsque les séismes étaient profonds, les ondes de surface devraient être de très faible amplitude. C'est quelque chose qui est exploité d'ailleurs actuellement dans de nombreux cas dont je reparlerai. Et donc, puisqu'on voit beaucoup d'ondes de surface, c'est que, avec des grandes amplitudes, c'est que les séismes sont inférieurs à 100 km de profondeur. C'était Banerjee qui était le directeur de l'observatoire de Bombay, de l'observatoire de Bombay. Byerly, qui lui était directeur de la station sismographique de Berkeley, disait en 1925 que certains séismes ont des ondes de surface d'amplitude plus faibles que les ondes de volume, ce qui avait déjà été observé, ce n'était pas le premier à l'observer, et donc il en a conclu qu'il y avait deux types de séismes et qu'il les classifiait en fonction de l'amplitude des ondes de surface, faibles ou fortes, et ça c'était assez bien vu. Donc il comparait par exemple un séisme au Japon, dont on sait actuellement que sa profondeur était de l'ordre de 340 km,
et à contraster avec le séisme de San Francisco de 1906, qui est donc un séisme superficiel avec rupture de la faille en surface, et un autre séisme ici au Tonga profond. Oldham, le même Oldham en 1926, suggère que la profondeur d'un séisme pourrait être déterminée par l'intensité du mouvement du sol. L'intensité du mouvement du sol, c'est quelque chose qu'on peut déterminer sans instrumentation et pour lequel on a beaucoup de données. Il propose que puisque l'énergie varie en l'inverse du carré de la distance à laquelle on se trouve, on peut utiliser une expression, l'énergie observée ou mesurée à la distance d divisée par l'énergie observée à l'épicentre va être le rapport qui fait intervenir la profondeur du séisme et le carré, la somme des carrés des profondeurs de la profondeur et de la distance par théorème de Pythagore. Alors, donc, un moyen de donc déterminer la profondeur. Et bon, le problème, c'est qu'il faisait des approximations, des corrections d'atténuation assez peu précises. Mais la conclusion de ces études à lui disait que, donc contredit ce qu'il avait dit quelques années plus tôt, que plus de 90% et peut-être 95% des séismes ont leur origine à une profondeur inférieure à donc 5000, donc moins de 8 km de la surface. Mais par le même, disons, en même temps, il suggère que les séismes de proximité, donc les séismes qu'on observe à courte distance, pourraient avoir une origine complètement différente des séismes. Mais ceci avait été réfuté assez rapidement par l'occurrence d'un séisme dans le Montana en 1925, qui avait donc été étudié plus tard, et il a été bien enregistré localement à distance télésismique, et toutes les données collaient bien avec un modèle d'un seul séisme de profondeur de l'ordre de 225 km. Donc, voyez-vous, un peu une situation assez confuse. Alors arrive M. Wadachi, qui était un jeune sismologue qui venait de finir ses études à l'université de Tokyo et qui avait commencé un travail à l'observatoire météorologique de Tokyo. Et il était chargé de prendre les informations, les rapports envoyés par les stations sismiques et donc les temps de propagation, les temps d'arrivée que donnaient ces rapports. Les gens mesuraient mesurent encore d'ailleurs dans les observatoires les temps d'arrivée des ondes sismiques. Et quand on rassemble toutes ces données, on peut les localiser. Et au Japon, c'était l'époque où le réseau était le plus large du monde, puisque c'est une région très sismique et qu'il y avait eu en particulier le séisme de Kanto, un séisme très dévastateur en 1923, qui tua plus de 140 000 personnes et donc a, disons, influé sur le développement de la sismologie instrumentale au Japon. Comme d'ailleurs de nombreux autres séismes jusqu'à nos jours, qui font que le Japon est la région du monde la mieux instrumentée du point de vue sismique. Alors, Wadachi raisonna de façon suivante: on ne pouvait pas se fier au temps de parcours absolu parce que les horloges n'étaient pas très fiables à l'époque. D'autre part, les modèles de vitesse étaient peu exacts, donc l'utilisation du temps S-P, dont je vous ai montré le raisonnement un peu plus tôt, n'était pas fiable non plus, puisqu'il faut connaître les vitesses. Et il a inventé une méthode géométrique originale pour déterminer l'épicentre et la profondeur. Disons, cette méthode est originale et efficace, puisqu'elle ne fait pas intervenir la vitesse. La connaissance de la vitesse, il suffit de supposer que la vitesse est constante. Et donc, à partir de cette méthode, je vais vous la décrire en plus de détails, il détermine la profondeur de 15 séismes dans un district Japon de Kwanto. Et donc, il montre que ces séismes, qui sont des séismes typiques, ceux qu'on rencontre le plus souvent, sont plutôt superficiels, ont des profondeurs inférieures à 50 km. Et donc, ensuite,
il s'intéresse à d'autres forts séismes, mais j'ai mis ça dans le mauvais ordre. Donc ça, c'est sa méthode de détermination des épicentres. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vais vous en donner une petite idée. Donc, on sait déjà, comme je vous ai montré précédemment, qu'on peut déterminer la distance à partir des temps de propagation S-P, et ceci fait intervenir les vitesses des ondes P et des ondes S, les vitesses moyennes. C'est ainsi qu'en Californie, par exemple, quand on ressent un séisme, en général, on ressent l'onde P et on commence à compter les secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et en moyenne, c'est 8 km par seconde, ce qui permet de déterminer la distance, disons, avant l'arrivée de la vibration plus forte qui correspond aux ondes S. On peut ainsi avoir une idée de la distance du séisme. Bon, mais donc dans ce cas précis, il a observé que s'il a deux stations, des stations ici indiquées en rouge, il y en a encore une ici, le rapport des distances ne fait plus intervenir les vitesses, puisque c'est le même rapport dans les deux cas. Donc on a simplement le rapport des différences S-P dans la première station et dans la deuxième station. Et il y a un théorème de géométrie élémentaire qu'on n'utilise pas ou dont on ne se rappelle pas souvent, c'est que le lieu des points dont le rapport des distances à deux points fixes est constant est une sphère. Donc à partir de deux stations, il peut déterminer une sphère qui est le lieu des points de ce rapport de distance à ces deux stations correspondant au rapport de distance. Et donc la projection sur la surface, c'est un cercle. Et lorsqu'il a avec plusieurs stations, avec 3 stations, il peut déterminer plusieurs de ces sphères, et donc plusieurs cercles, et il va déterminer l'épicentre comme étant l'intersection des cordes communes à deux de ces sphères, et bien sûr, s'il y en a 3, il devrait passer par ce point-là aussi. Et ensuite, il obtient l'hypocentre, c'est donc l'épicentre, c'est la projection du foyer, de l'origine du séisme à la surface, et l'hypocentre, c'est vraiment la localisation en profondeur. Et donc pour obtenir la profondeur, il montre que c'est la demi-corde la plus courte sur l'une, passant par l'épicentre sur l'une de ces sphères. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour cette démonstration, mais c'était vraiment très astucieux. Et ça a permis de faire une avancée assez considérable dans ce domaine. Alors ensuite, donc, il a déterminé ces séismes qu'il a appelés si superficiels, mais il s'intéresse aussi à d'autres forts séismes, et il va dessiner les isochrones, c'est-à-dire les temps, les courbes qui montrent les temps S-P égaux. Donc, quel est le lieu où on observe, où on mesure des temps S-P égaux. Et donc, ce sont ces diagrammes, et il voit que pour différents séismes, l'aspect de ces courbes est différent. Pour certains séismes, les séismes appelés ordinaires, donc ceux qu'il a déterminés qu'ils étaient assez superficiels, il trouve que le minimum des temps S-P, ça devrait être S-P ici, est de l'ordre de 10 secondes, mais il y a des séismes pour lesquels on n'observe pas de temps inférieur à 40 secondes. Et il essaye ensuite différents modèles de vitesse, en supposant que l'inverse de la vitesse varie linéairement avec la profondeur, puisque le modèle de vitesse n'était pas assez précis pour les utiliser directement. Et on arrive à la conclusion que pour expliquer ces courbes, ces séismes-là devaient avoir, ou certains d'entre eux devaient avoir des profondeurs supérieures à 300 km. Et il se trouvait que c'était les mêmes séismes pour lesquels l'intensité en fonction de la distance était anormale et ne décroissait pas régulièrement, mais présentait des ondes d'intensité forte séparées par des ondes d'ombre où on n'observait pas du tout, où il n'y avait aucun effet. Et encore en plus, pour compliquer les choses,
dans certaines stations, ils ne voyaient pas ce que les gens observaient comme ce qu'ils appelaient l'énergie préliminaire. Alors ça se complique un peu parce que cette énergie préliminaire, comme on a deux ondes, on a l'onde P et l'onde S. L'onde S est en général plus forte que l'onde P. Et très longtemps, à l'époque, ils n'avaient pas suffisamment d'informations pour vraiment dire quelle était l'onde P, quelle était l'onde S. Et très souvent, ils l'interprétaient incorrectement, comme l'onde S était la première arrivée, et donc ils parlaient d'une énergie préliminaire. Mais pour ces séismes donc, extraordinaires, l'onde P, comme on sait maintenant pour les séismes profonds, est très forte et très claire sur les enregistrements. Et donc, du coup, on voit bien que c'est l'onde P, il n'y a pas d'énergie préliminaire. Donc, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment à l'époque tout était très flou, et donc ces raisonnements étaient assez... les raisonnements de Wadachi étaient assez étonnants, disons de clarté et d'imagination. Et donc ensuite, il a écrit un deuxième article en 1929 où il a regardé la distribution des séismes plus précisément jusqu'à 500 km de profondeur. Et donc, c'est là qu'il a proposé la classification en séisme superficiel, intermédiaire et profond, qui est la classification qu'on utilise jusqu'à ce jour. Alors, quand j'ai parlé de cette classification, je vous ai montré qu'il y avait un minimum dans le nombre de séismes qui ont lieu vers 300 km de profondeur. Il y a une autre raison à cette classification de nos jours, c'est qu'on pense que les causes physiques des séismes intermédiaires peuvent être différentes de celles des séismes plus profonds. Nous en reparlerons dans un cours ultérieur. Alors, donc ça, voilà, ça c'est mes je n'ai pas vérifié, mais mes transparents ne sont pas dans le bon ordre. Et donc, on va passer. Donc, après Wadachi, donc, il y a eu de nombreux catalogues de séismes. Mais le travaux de Wadachi, pourtant, il a écrit en anglais, mais ça n'a pas eu beaucoup de... disons, n'ont pas eu de répercussions au niveau mondial. Et donc, en particulier, donc, il a fallu attendre les années, presque 15 ans, avant que dans le monde occidental, on recommence, ou on s'intéresse à la question et on arrive à faire des progrès dans ce sens-là. Entre-temps, donc beaucoup de catalogues, les catalogues de Gutenberg-Richter, qui jusqu'à aujourd'hui est utilisé pour l'étude des sismicités historiques. Et aussi, bien sûr, on commençait à comprendre le fait qu'il était possible qu'il y ait des mouvements de convection à l'intérieur du manteau de la Terre, bien que le manteau soit formé de roches, et que ceci était possible si la viscosité, c'est-à-dire la propension à la déformation de la roche, était inférieure à une certaine valeur, proposé par Holmes étant 10 puissance 25 pascal seconde, et le travail cité encore de nos jours comme étant, disons, le travail de référence de Haskell, qui démontra que la viscosité du manteau, en moyenne, était de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde. C'est un chiffre qui est encore tout à fait valable de nos jours. Et de manière intéressante, Holmes suggéra que la convection pouvait être à l'origine des îles océaniques et des chaînes de montagnes en marge de continents. Et il associa les séismes profonds au courant de matière dans le manteau. Alors ceci, c'est dans les années 30. Souvenez-vous que la dérive des continents, c'est Wegener 1915. Et la révolution de la tectonique des places, c'est les années 60. C'est la fin des années 60. Donc ça, c'est déjà donc dans les années 30, on est encore loin d'accepter la tectonique des plaques. Wadachi continue ses travaux intéressants. En 1935, il publie la première carte de contour de profondeur où il a montré que les hypocentres sous le Japon s'alignent en fait sur des plans, une zone inclinée, pas aléatoire mais inclinée. Il note aussi que les volcans du Japon se trouvent le long
d'une chaîne volcanique, donc un alignement parallèle au bord du continent, parallèle à la côte, et que les séismes s'alignent aussi parallèlement à la côte, donc dans ces zones inclinées, avec les séismes superficiels d'un côté, du côté océanique, et là où il y a des fosses profondes, pour les citer, et les séismes profonds de l'autre côté du continent et du côté des volcans. Alors, je ne sais pas... tiens, je n'ai pas... voilà, ça c'est dans le mauvais ordre. Excusez-moi, j'aurais dû enlever. Ça c'est la carte de Wadachi, hein, qui montre ces contours. Donc ici la sismicité superficielle au Japon. Vous voyez les îles du Japon, ici la Corée. Et vous voyez ces contours à 100 km. J'ai remarqué 200, 300, 400 km. Donc un pendage vers l'ouest qui ressemble très fortement à ce qu'on pourrait dessiner de nos jours. Alors, ces zones, bien sûr, devraient être appelées les zones de Wadachi, mais longtemps, elles ont été appelées les zones de Benioff parce que, donc, comme je l'ai dit, Wadachi était en avance sur son temps. Il n'a pas eu, bien qu'écrivant en anglais, il n'a pas eu d'influence au-delà du Japon. Et par contre, Benioff, qui était donc à Caltech, donc en Californie, bien plus tard, en 1949, propose une explication différente, qui en fait, elle est différente, mais c'est un peu le complément, si on veut, que vous avez donc à la bordure entre un continent et un océan, vous avez des matières de densité différentes. Ici, le delta indique les densités, avec la densité du côté océanique supérieure à la densité du côté continental, et liée à de la dynamique simplement par des effets de gravité, le matériau océanique plus dense va avoir tendance à s'écouler sous le matériau plus épais, moins dense des continents, et donc va donner une surface plane inclinée. Il est à noter que Benioff, d'après Froelich, connaissait bien, c'était évident qu'il avait lu les articles de Wadachi, mais ne les avait pas cités. Je dirais que c'est assez typique, mais bon. En tout cas, donc, à l'heure actuelle, il est reconnu que les deux ont joué un rôle parce qu'effectivement, les zones de subduction correspondent aussi à matériaux plus denses qui s'enfoncent donc à l'intérieur du manteau. Et donc, ces zones sont actuellement appelées zones de Wadachi-Benioff. Alors, pour continuer, je voulais montrer quand même un contrasté des sismogrammes modernes observé pour un séisme superficiel ici à la surface, ici en haut, et un séisme profond. Au départ, vous avez les ondes de volume, l'onde P, l'onde S, et le mode fondamental des ondes de surface qui suit ici, pour un séisme superficiel. Pour un séisme profond, les ondes de surface, ici, la magnitude est à peu près la même, mais la profondeur est très différente. Ici, vous avez 20 km, ici, vous avez 580 km de profondeur. Le rapport des amplitudes entre les ondes de volume, en particulier les ondes S ici, et les ondes de surface est très différent. Les ondes de volume, là c'est l'onde S, ont une amplitude bien plus grande et les ondes de surface sont moins prominentes. Alors ça, c'est facteur très important. En arrière de la première onde P, vous avez une autre onde qu'on appelle l'onde petit p grand P, qui correspond à la réflexion à la surface de l'onde P avant de repartir en profondeur. Ces ondes-là sont très proches l'une de l'autre pour les séismes superficiels. Elles sont ici confondues à l'intérieur, on a du mal à les séparer. Mais pour les séismes profonds, elles peuvent être séparées de plusieurs dizaines ou plus de secondes, ce qui fait qu'on peut les distinguer très clairement. Et actuellement, c'est ça qui forme la base d'une des méthodes principales de détermination de la profondeur des séismes. Alors, c'est ça que je voulais montrer ici, mais je n'avais pas traduit. Enfin, bon,
Bon, voilà. Donc, voici le principe. Vous avez un séisme et observé à une station qu'on appelle télésismique, donc à grande distance. Télé, du mot grec, lointain. Et le séisme engendre des ondes dans toutes les directions. Il y en a qui plongent dans le manteau et qui vont être récupérées à la station directement. Mais il y a aussi les ondes qui se dirigent d'abord vers la surface, qui se réfléchissent à la surface et qui replongent. Et vous en avez deux types. Une onde P, qu'on appelle petit p pour ce petit trajet-là, et grand P. Et puis vous avez aussi une onde qui commence par être une onde S, et au moment de la réflexion, elle se convertit en onde P. C'est ça la richesse des ondes sismiques, c'est des ondes élastiques, c'est que vous avez ces deux types d'ondes qui peuvent se réfléchir, se convertir, etc. Et donc ensuite aller à la station. Si la station est très lointaine, on peut schématiquement supposer, en première approximation, supposer que les trajets de l'onde petit p grand P et de l'onde P directe sont parallèles jusqu'à la station. C'est comme quand vous regardez une étoile de loin, vous pouvez utiliser l'approximation des ondes planes en première approximation. Et donc dans cette géométrie-là, vous avez l'angle d'incidence de l'onde grand P qui est la même que l'angle d'incidence, mais inverse, donc de l'onde petit p grand P, par simplement les lois de l'optique, comme les lois de l'optique appliquées donc au milieu élastique. Et donc si alpha est la vitesse des ondes P, la distance FR, c'est alpha sur 2 différence des temps entre l'onde petit p grand P et l'onde P. Et donc, la profondeur H, c'est FR cosinus I. Et donc si vous avez mesuré ces temps de parcours, si vous avez une bonne connaissance de la vitesse des ondes P, vous pouvez en déduire la profondeur. Et si vous êtes... on peut aussi, pour les angles I faibles, et donc les distances lointaines, on peut supposer que le cosinus est proche de 1, et donc on peut approximer par FR. Ça, c'est une approximation rapide, bien sûr, on peut faire ça de manière beaucoup plus précise. Mais ça vous donne donc une façon, à partir des temps de propagation différentiels entre, donc mesurés, le temps d'arrivée des ondes petit p grand P et des ondes P, vous pouvez donc déterminer la profondeur du séisme, ce qui est une méthode très bonne pour les séismes profonds. Et en fait, les profondeurs des séismes profonds sont connues de manière plus précise que celles des séismes superficiels. Par superficiels, ce sont des séismes de profondeur plus petite que 30 km, où on a du mal à distinguer ces deux ondes. Il y a d'autres méthodes de détermination de la profondeur moderne. L'une, c'est la modélisation de la forme d'onde sismique. Il y a aussi simplement par un réseau de sismomètres, si on a beaucoup d'observations d'ondes P, on peut aussi déduire la profondeur. Mais pour les séismes profonds, cette méthode marche très bien. Alors, pour finir, je voulais juste introduire, je continuerai la prochaine fois, mais je voulais passer les dernières 5 minutes à vous rappeler les notions de base sur la minoragélie du manteau de la Terre, parce qu'on va avoir à se poser la question pourquoi a-t-on donc des ruptures qui donnent lieu à des ondes sismiques à très grande profondeur dans la Terre, là où on s'attend à ne voir que de l'écoulement lent et donc plastique. Et bien sûr, il va falloir tenir compte de l'environnement donc, de ces zones sismiques, aussi bien du point de vue de la composition et de la dynamique dans la plaque, des propriétés de déformation dans la plaque de subduction elle-même, si on se concentre sur les zones de subduction, et aussi quel est l'environnement du manteau dans lequel il plonge. Alors,
voici ce petit schéma donc, qui donc va devenir assez important pendant ce cours. Le composant principal, le minéraux principal dans le manteau de la Terre, c'est l'olivine, qui en proportion en volume constitue environ 55% du volume dans le manteau supérieur. Ici, vous avez, c'est en fonction de la profondeur, quelle est la proportion des différents minéraux. L'olivine, dont la composition, dont la formule chimique, c'est donc un silicate de magnésium avec une proportion de fer plus ou moins grande. Et donc d'autres composants comme le grenat, le clinopyrocène, l'orthopyroxène. Mais ce qui est important de retenir, c'est que plus on va à haute pression et haute température, l'olivine subit des transformations de phase, c'est-à-dire le cristal d'olivine va changer de géométrie, sous l'effet de la pression, on va avoir une structure cristallo-active plus compacte. Et donc la première transition a lieu vers 410 km de profondeur. C'est toujours la même composition chimique, mais une structure cristalline plus compacte qu'on appelle la wadzléite, qui va se convertir en ringwoodite vers 520 km de profondeur. Et le tout va se décomposer. Donc l'olivine, donc sous cette forme de haute pression, va se décomposer vers 660 km de profondeur, qui correspond à environ 23 gigapascales de pression, à la température du manteau terrestre, va se décomposer en pérovskite. En fait, cette pérovskite, on l'appelle maintenant bridgemanite, puisque on donne des noms spécifiques. Pérovskite, c'est une structure générale cristalline, et on donne un nom particulier lorsqu'on a en fait observé dans la nature, enfin qu'on a la structure correspondante. C'est un nom qui a été donné très récemment. Donc à 660 km, l'olivine, sous sa forme de ringwoodite, se décompose en pérovskite et oxyde, ce qu'on appelle le ferropériclase, donc un mélange d'oxyde de magnésium et de fer. Et donc cette zone entre 410 et 660 km de profondeur, c'est ce qu'on appelle la zone de transition du manteau supérieur. Et ces transitions de phase correspondent à des discontinuités sismiques qui sont très bien observées de manière sismologiquement par des conversions ou des réflexions d'ondes sismiques à ces discontinuités. Et une des explications possibles pour l'existence de séismes profonds a à voir avec ces transformations, ces transitions de phase de l'olivine. Nous en reparlerons plus tard. Alors bien sûr, ça c'est un modèle, c'est un modèle qui est basé sur des observations de roches issues du manteau, récupérées en surface, mais c'est quand même un modèle. Il y a d'autres modèles comme la piclogite, mais ça n'a pas énormément d'incidence pour lesquels la proportion d'olivine est plus faible dans le manteau supérieur. Ici, vous voyez les abréviations, et donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, olivine, wadzléite, ringwoodite, pérovskite, ferropérovskite. Et ça, c'est le géotherme, donc c'est la température en fonction de la profondeur de la Terre, en fonction de la profondeur à l'intérieur de la Terre, avec des variations de température très fortes dans la lithosphère, où le régime est de conduction, et un régime convectif, donc plus ou moins adiabatique, à plus grande profondeur. Donc simplement pour dire que ici encore, vous pourrez regarder ça, les compositions chimiques des différents minéraux du modèle de pyrolite. Donc, encore une fois, j'ai encore une minute, mais je reprendrai ceci. Donc, l'olivine subit des transformations de phase dans la zone de transition en 400 km, olivine en
wadléite ou spinel bêta. C'est une transformation de phase exothermique qui dégage de la chaleur. La pente de Clapeyron, c'est donc la pente qui détermine à quel endroit en pression et température a lieu cette transformation. Et c'est une pente positive en pression et température. Et donc chaque fois, vous avez aussi un saut de densité, la densité devient plus forte, la structure est plus compacte. À 520 km, donc wadléite, ringwoodite. On l'observe aussi sismiquement, mais de manière moins claire. Et à 660-670 km de profondeur, donc la décomposition de la phase gamma, donc la ringwoodite, en bridgemanite et magnésioschiiste ou ferropériclès, ça dépend des proportions de ces différents éléments. Et celle-ci est endothermique, sa pente de Clapeyron est négative, et donc elle va absorber de la chaleur, mais elle correspond à une augmentation assez importante de densité de 10%. Donc voilà, je vais en terminer là, juste à l'heure. Ça, c'est le diagramme que j'ai mis sur l'invitation au colloque, qui vous donne une idée pourquoi ça va être important de voir comment, quand une plaque s'enfonce, une zone froide s'enfonce plus dans le manteau et qu'elle interagit ou qu'elle doit donc subir des transformations dans des minéraux comme dans le manteau ambiant. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je serais ravie d'essayer d'y répondre.